Bonjour à vous et bienvenue dans ce podcast. Ici, Mélanie Aina Rocaveri, la coach professionnelle qui sait de quoi elle parle. Et aujourd'hui, on est dans un bric-à-brac d'idées où il est question donc de faire une réflexion à voix haute dans l'ordre des idées dans, dans laquelle les idées vont venir. Donc, la semaine dernière, samedi, le sujet était les compliments. Dernièrement, ça a été sur l'impuissance. Et aujourd'hui, j'aimerais évoquer et parler, réfléchir à vote de manière décomplexée sur le deuil. Et quand je dis deuil, je fais allusion vraiment à la disparition d'une personne. C'est vraiment le décès, la mort et pas le deuil de manière métaphorique. Alors pour commencer mon propos, donc peut-être vous dire là où commence ou a germé en tout cas explicitement cette question sur le deuil. Et pour ça, donc je vous propose un petit voyage au cours d'une expérience passée, une de mes premières expériences professionnelles dans laquelle c'était avec une collectivité et dans laquelle j'ai eu la chance d'être en immersion dans un cimetière. Alors, c'est un lieu particulier pour commencer, faire son immersion, mais ça a été un lieu, en tout cas, qui a été source de réflexion pour moi. Dans le cadre de cette visite, donc qui était, sur laquelle je ne m'imaginais pas, en tout cas, tout de suite, c'était pas la première expérience à laquelle j'imaginais, mais en tout cas, heu, alors il y a eu, des expériences, des découvertes. Déjà découvertes avec le lieu du cimetière qui peut déjà avoir, peut-être une forte connotation dans l'imagination. Surtout quand on n'a pas l'habitude d'y aller à ce moment-là. Eh bien, ça a permis, en tout cas, d'initier ce contact et de voir les objets. Donc, la personne, le le responsable des lieux me fait visiter, il y a aussi, la DGS et la rédactrice. Donc, ça se passe dans un contexte plutôt convivial, même si le lieu peut être un peu étrange. Enfin, en vrai, il ne l'est pas, mais quand on ne connaît pas, ça peut y paraître. Et puis, il y a ce moment précis où je me souviens où, le responsable me dit: «Mélanie, ben voilà», il me présente une urne et voilà et ben, c'était un bébé qui est, elle avait, je sais plus combien de mois et elle s'appelle Sarah. C'est Sarah, Mélanie et donc il me montre l'urne comme ça et moi, eh bien, OK, c'est un peu particulier, je dirais, mais OK, d'accord, je reçois l'information. C'est Sarah qui est donc dans une urne, d'accord? Et bien ensuite, la visite, se poursuit, puis arrive ce moment où la DGS et la rédactrice, heu, alors qui arrive sur une remarque: «Ah donc tu n'as pas, tu n'as pas encore perdu quelqu'un de proche?» Et là ça fait une réflexion, c'était une remarque, en tout cas alors je ne sais plus exactement comment c'était, mais c'était plutôt dans le sens: «Ah, tu ne sais pas encore». C'était de ce sens-là et c'était un moment marquant parce que à ce moment-là, je me suis dit,
Mais, de ce savoir expérientiel qu'elles avaient, qu'est-ce qu'elles ne me disaient pas? Qu'est-ce qu'elles ne pouvaient pas me dire? C'était un peu ça. Et c'est de comment elle faisait, c'est: «Bah, tu sauras quand que ça arrivera». Et donc c'était un peu étonnant parce que finalement, justement, c'est quand elles ont un peu évoqué ce sujet, c'est là que je me suis posé la question: «Eh bien, si, pourtant j'ai connu dans mon entourage, des moments d'enterrement, ce genre de choses». Et il y avait par exemple, moi j'ai eu la chance de connaître, mes arrière-grands-parents du côté de ma mère. Et donc j'ai connu, leur enterrement à un certain moment. Et bien que c'était des événements marquants qui m'ont impressionnée aussi, eh bien, il est vrai que finalement quelque part, c hem, après après la mort, il n'y avait pas à ce moment-là, pour moi en tout cas, un changement dans le quotidien. Et ça peut paraître bizarre de dire ça, mais voilà, il y avait pas de changement, bien que c'était des personnes importantes et que je voyais aussi comme charismatiques. D'ailleurs, pour l'anecdote, mon arrière-grand-mère ressemblait vraiment à Mère Teresa. Donc voilà un petit peu pour vous dire comment je la voyais. Et comme j'ai été impressionnée aussi de voir au moment de son enterrement, un nombre de personnes conséquent. C'était quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marquée. Et où, on se pose la question forcément pour soi: «Est-ce que moi, le jour où je mourrai, est-ce qu'il y aurait, du monde finalement?» Si ça se trouve, il y aura personne. Et c'est vrai que c'était c'était quand même fascinant, impressionnant de voir ça. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que justement, cette expérience que j'ai vécue, moi, ça ne changeait pas mon quotidien. Et bien, c'est une expérience relative aussi. Parce que j'avais ma mère qui, elle, l'a vécu plus fortement, qui pleurait. Et moi, j'avais une autre façon d'exprimer. Enfin, après, j'étais peut-être moins proche aussi, mais j'avais une autre façon d'exprimer. Et avant de me brûler vive sur le bûcher, prenez le temps d'écouter. Eh bien, j'avais donc pour moi j'écoutais tous les matins, presque pendant une période de ma vie, Jodassin. Et au moment où après la mort, bah, donc de mon arrière-grand-mère, j'ai j'ai chanté une chanson particulière qui est: «Ça ne va pas changer le monde». Alors ça, c'est quelque chose, si on ne comprend pas, ça peut vraiment énerver de dire, de dire ça. Mais si vous écoutez attentivement les paroles de Jodassin. Alors d'ailleurs, je vais prendre ce temps pour être sûre, parce que je pense les connaître par cœur, mais j'aimerais que ça soit, fidèle. Donc ça commence comme ça: «C'est drôle, tu es parti et pourtant tu es encore ici, puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix. Ton adieu, je n'y crois pas du tout, c'est un au revoir, presque un rendez-vous». Et ensuite, le refrain que vous connaissez. Mais vous voyez dans cette, chanson, il y a ce fait de voir que c'est comme si elle est toujours là et qu'on ne réalise pas. Donc c'est une autre façon aussi peut-être de faire, au détour de la chanson française avec Joe Dassin, de faire un peu son deuil, heu,
sans peut-être pleurer, mais en exprimant quelque chose qui n'est pas toujours compris, mais quelque chose quand même qui, résulte de la disparition que peut produire quelqu'un. Alors, donc moi, à ce moment-là, quand elle me dit ça, j'avais donc, ces deuils-là en tête, par exemple, et comme je lui disais, ça avait produit quelque chose, mais peut-être pas, heu, un changement dans le quotidien. Et chance ou malchance ou simplement fait, un an après, c'est là que je découvre, heu, la mort, le décès en tout cas d'une personne qui était pour moi pendant longtemps la troisième personne que j'aimais le plus au monde. Donc là, ici, il y a effectivement un changement au niveau de l'organisation de la vie, puisque ici, donc c'était pas mon arrière-grand-mère, mais ma grand-mère, et heu, cette grand-mère-là occupait donc une grande place dans la famille et que c'était elle qui était la place qui faisait, les liens entre les autres membres de la famille. Donc au moment où cette branche part, le papy est déjà parti, la mamie part, alors il y a déjà un changement. Il y a un vide conséquent qui se fait, dans cette vie qui doit se réorganiser. Alors, moi aujourd'hui, en tout cas avec un regard qui n'est pas chaud, je dirais, un regard qui n'est pas chaud sur la situation, ce décès qui était arrivé dans certaines conditions, des conditions où, j'allais dire des conditions chaotiques, a fait que, peut-être le fait d'être, dans un contexte qui était déjà chaotique a fait que, je n'ai peut-être pas réalisé tout le poids, ou alors ça a été comme jongler avec une nouvelle balle finalement. Et ce qui a aussi, je trouve, d'intéressant aussi, qui peut être peut-être mal perçu, je ne sais pas, mais en tout cas, derrière, la disparition de quelqu'un, c'est vrai que quand c'est en plus quelqu'un de proche, il y a aussi cette question où on se dit: «Eh bien, on est là aujourd'hui et tout à coup, on peut ne plus être là». On est si peu de choses sur terre et la terre continue de tourner. Là, ça revient encore à la chanson de Jodassin. Et donc ici, il il y avait peut-être ce support d'un contexte, plutôt particulier qui faisait que j'étais dans une situation où, heu, peut-être prête à relever, des défis. Je sais pas trop vraiment comment le dire, mais en tout cas, peut-être que ça a eu cet effet d'amortir. Et ce que, je peux constater aussi dans un essai, il est vrai qu'il y a aussi, cette partie, d'organisation de la vie, de réorganisation, et il y a les effets négatifs d'une mort, mais il y a aussi des fois les effets positifs. Et bon, les effets positifs, c'est par exemple lorsque l'être cher était en train de souffrir et qu'on est soulagé de la voir partir. Ça, c'est un soulagement, c'est
Voilà, c'est un soulagement quelque part. Il y a ça, mais il y a aussi le fait aussi que une personne, une branche part, c'est aussi d'autres liens qui partent et des fois, c'est également la réalisation que ces liens qui ne sont plus là, peut-être pas avec la personne directement, mais avec les autres personnes, amènent, réduisent les affects négatifs et l'humeur négative et amènent une forme d'apaisement. Donc ça peut paraître un peu étrange vu comme ça, mais c'est un peu le point de vue que j'ai et vous avez peut-être, vous, des points de vue différents. J'ai bien conscience que un deuil, on ne le vit pas tous de la même façon, selon les circonstances, la situation, la personne aussi qui est. Là, j'ai parlé d'ascendant, mais la situation est autre chose aussi lorsqu'il s'agit de collatéraux ou de descendants qui là, ou ou alors en plus des situations où brutales où on ne s'attend pas. Et en lien avec cela, comme je m'étais intéressée à cette question, j'étais allée voir une vidéo que j'ai trouvée très instructive de Psycho Quack sur, le deuil, que du coup je mettrai en description. Et ce qu'il y avait d'intéressant dedans, c'est-à-dire qu'il a présenté les choses d'une façon dont je ne voyais pas, enfin, en tout cas, pas consciemment, que finalement l'attachement est lié à la survie et lorsque l'on perd une personne, eh bien, c'est une menace, on perçoit comme une menace vitale à sa survie. C'est-à-dire, on s'attache aux gens dans le but de protéger et d'être protégé et quand on perd une personne, il y a la perception d'une menace sur, la survie et je n'avais en tout cas jamais, consciemment en tout cas, jamais perçu les choses de cette façon-là et je trouve cela vraiment intéressant et les choses qu'il disait aussi, qui étaient intéressantes aussi, c'était que le remède alors quel est le remède finalement au deuil? Et il y a pas d'étape universelle, même si oui, effectivement, il y a des modèles, mais quand on est sur la réalité du terrain, on comprend que c'est autre chose et une ch ce qui est un remède dont il a mis en avant donc, eh bien, c'est le temps. J'ai parlé, par exemple, d'impuissance, mais le temps, c'est-à-dire que, eh bien, le temps, le temps, c'est un peu difficile à accepter de dire, eh bien, c'est le temps et pendant ce temps-là, donc, c'est l'ensemble des processus émotionnels, de résilience, un ensemble de choses qui alors je ne sais pas comment dire ça, mais en fait qui mènent à traverser ce deuil, de est-ce qu'on se rétablit d'un deuil? Ou en tout cas, où on continue à vivre et il y a je parle, je trouve ça vraiment intéressant parce que il a précisé cette chose suivante, c'est que il arrive le fait d'accompagner une personne ou de lui donner des médicaments comme des anxiolytiques dans certains cadres, en tout cas, si c'est fait systématiquement en tout cas,
Eh bien, c'est quelque chose qui peut générer, des qui peut bloquer en tout cas ce processus émotionnel-là, cette résilience, qui fait que le deuil, même 10 ans plus tard, la personne peut être encore soit accompagnée, soit sous médicaments. Et je trouve ça abominable de se dire que finalement la personne qui a cherché de l'aide se retrouve à être dans une situation de souffrance prolongée et dans laquelle on ne sait pas si elle s'en sortira plus tard. Et ben, je pense aussi à l'impuissance que peut ressentir, par exemple, un médecin à voir quelqu'un dans 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 une certaine souffrance et d'offrir des médicaments. Alors il est vrai qu'il y a des moments alors moi je c'est vrai que je sais que ici il y a des moments où les médicaments sont sont, importants, mais donc il y a cette idée qu'il y a des systématiquement en tout cas, dans un moment de deuil, ça ne l'est pas forcément et quelque part cette idée cette idée-là, ça amène aussi je trouve à réfléchir sur une chose particulière. Heu et bien ça qu'est-ce que ça signifie finalement, si on prend, la situation, d'une personne qui est en deuil et qui souffre et bah, hormis les cas particuliers, heu, alors il avait mis des cas particuliers d'ailleurs, attendez. Il avait évoqué l'incurisme, c'est-à-dire là où l'individu est en incapacité de s'occuper de soi ou de ses enfants. Il y a aussi la mise en danger, l'addiction soudaine ou idées suicidaires, les deuils pathologiques. Il y a aussi, les particularités où, le la mort, ça a été vécu de manière très brutale et de manière vive. Hormis ces cas-là, en fait, hormis cette situation-là, donc il peut être risqué pour un individu finalement. En fait, je veux dire, cela demande peut-être une acceptation de l'individu, de traverser des moments particulièrement difficiles où tout à l'heure je parlais d'affect, d'humeur, où il va vivre des choses, dures et surtout que alors ici, il comparait le deuil à un choc systémique qui est des événements les plus stressants, qui combine des symptômes de PTSD et de dépression. Donc ici, c'est vraiment un moment dur, donc ça signifie qu'il y a, cette question, donc cette question de l'acceptation qu'un individu, à un moment T, souffre et ça, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident et quelque part, je trouve que c'est aussi intéressant parce que ça peut si je tourne un petit peu, ça peut vouloir aussi dire que parfois, si je me sens mal, donc,
c'est pas forcément que ça va mal, c'est que il y a des processus qui sont mis en arrière-plan et qui sont en train d'œuvrer pour, sur un long terme sur un long terme, aller sur un mieux-être en tout cas. Et ici la situation est délicate. Je me souviens à un moment où, lors, d'une conférence, alors c'était sur le 31-14, c'est ça? C'était sur le 31-14 où, il parlait de cette situation où il y avait parfois des personnes âgées, qui ont vécu la perte de l'être cher et qui étaient dans une grande souffrance. Et ce qui la faisait encore plus souffrir, c'était aussi le fait qu'ils se sentaient coupables d'inquiéter, leurs enfants, leur famille. Et ça, c'était très, très, très pesant pour eux. Donc je trouve, cette réflexion-là vraiment délicate et riche à connaître parce que c'est quelque chose qui questionne aussi notre perception de l'autre ou des fois, quand l'autre vit des situations difficiles, on peut vraiment se préoccuper, et à juste titre, se préoccuper de sa souffrance et et que parfois cette préoccupation a cet effet-là aussi, a cet effet où l'individu se sent mal avec cela. Alors ici, c'est vraiment une réflexion à voix haute sur laquelle, eh bien, en tant qu'individu, je me questionne et c'est vrai, on n'a pas tous les mêmes façons de vivre, de vivre déjà et de vivre les deuils. Et au-delà de ça, de ces paramètres, avec, les éléments évoqués, j'avais envie, d'initier aussi cette réflexion qui est que finalement, si l'attachement est un mécanisme lié à la survie et qu'on le sait et voilà et qu'on le sait et que alors qu'est-ce que ça donne si on enlève ici, en dehors du deuil et qu'on se met à regarder notre vie autour de cela, de cette idée de survie? Est-ce qu'autour de moi, j'ai des personnes qui participent positivement à ma survie ou au contraire qui participent, qui peut peut-être être une menace de manière indirecte en créant des soucis, des choses comme ça? Ou, et je trouve que c'est un point de vue, enfin, c'est le fait de regarder, d'ouvrir un petit peu la carte comme ça peut peut-être, donner des idées et de se dire: «Si l'attachement, est lié à la survie avec certaines personnes, alors pourquoi je m'attacherais à elles? En quoi ça serait bon pour ma survie?» Et même
on peut aller plus loin que la survie, l'épanouissement, l'épanouissement. Et là-dessus, j'aimerais enclencher sur, une idée délicate qui est souvent que la famille est sacrée. Eh bien, moi, je dirais qu'il est temps de désacraliser cela parce que si on regarde de point de vue, comme je l'évoquais, dès lors où la famille nuit à la survie, nuit à l'épanouissement, alors il est intéressant de se questionner, de s'interroger, de s'interroger sur la question. D'initier en tout cas une réflexion et de voir, est-ce qu'il y a ici peut-être une façon d'arranger les choses ou pas du tout? Et est-ce que ici c'est sain pour soi? Je pense que pour certaines personnes, ça peut être salutaire de leur dire que non, la famille n'est pas forcément sacrée. Elle est importante, il est vrai, mais il y a des moments où, dans certaines situations, pour certaines personnes, et je parle notamment des cas de violence, violence verbale, violence psychique, violence physique. Dans ces situations-là, il est bon de dire aux individus que non, la famille n'est pas sacrée et que vous avez le droit au respect et que vous avez le droit de faire votre vie. Alors, moi, il m'est arrivé qu'un jour, une personne, une femme m'avait appelé pour avoir mes services et au moment de cet appel, elle m'a fait part, des cas de violence vis-à-vis de sa conjointe et moi, ça a été une situation qui m'avait vraiment marquée parce qu'il est vrai, ce sont des choses où on se dit, lorsqu'on travaille dans l'humain, il y a un certain nombre de choses dont il faut s'intéresser et ce n'est dans s'intéresser, ce n'est pas forcément un savoir instantané, mais c'est de s'intéresser pour pouvoir agir à ce moment-là, savoir quoi faire dans certaines situations. Et il y a des fois, il n'y a pas forcément de réponse toute faite. Alors ici, en l'occurrence, eh bien, ici, il y a il y a plusieurs possibilités. Ici, déjà, c'est ce que j'ai fait, c'était d'orienter vers le 3919, de demander si la personne a besoin d'aide pour appeler le 10 le 17 notamment, en cas d'urgence et ce que j'avais fait à ce moment-là, c'était, heu donc j'ai décliné la compétence et donc j'ai comme à ce moment-là, je ne connaissais pas de d'autres professionnels, je l'ai orienté vers un psychologue que j'avais trouvé par rapport à l'endroit où elle était et c'est vrai que dans ces situations-là, on se demande: «Est-ce que ce qu'on a fait, on a fait assez?» Est-ce que
Est-ce qu'on a fait assez? Et j'ai eu l'occasion, lors, d'autres conférences en lien avec, la violence, dans laquelle, alors il y avait des personnes qui travaillaient depuis des années dans des associations en lien avec les personnes violentées et là, en question, c'était les femmes et donc j'ai donc demandé à cette personne-là et une phrase clé qu'elle m'a dit, eh bien, c'est de dire que vous êtes capable et qu'il existe des dispositifs. Et donc elle a bien insisté sur «vous êtes capable» parce que, dans ces situations-là, il y a effectivement, une situation, heu, où l'estime de soi est déjà bien amochée, où il y a ce sentiment d'impuissance-là. Il y a par exemple cette femme qui a eu la force d'appeler et pour d'autres, je sais que ce n'est pas chose facile ou accessible de demander d'appeler à l'aide et c'est quelque chose qui peut être délicat pour elle. Donc voilà un peu cette, réflexion. Je suis passée du deuil, de la maltraitance, de sujets forts, qui sont pas toujours simples à aborder et dont il n'est pas simple également de faire une réflexion à voix haute là-dessus, parce que il y a là-dedans, dans ce que j'ai dit, il y a bon nombre de certitudes. C'est-à-dire que, bah, il y a bon nombre de choses que je ne sais pas là-dedans, que je ne maîtrise pas. Je vais à la recherche de certaines idées et je pense que je vais continuer à le faire pour continuer en tout cas à nourrir cette réflexion, à à à combler, à combler ou peut-être pas, mais en tout cas améliorer, enfin, je me rends compte d'une chose aussi et ça, c'est aussi en écoutant les autres professionnels aussi qui parlent et qui, des fois, exercent depuis des années et qui disent, ils travaillent sur des questions depuis, 25 ans et ils n'ont pas toujours trouvé de réponse. Alors vous savez, moi j'ai un espoir, j'ai un j'ai un médecin qui m'inspire beaucoup et qui a d'ailleurs plus de 80 ans et j'ai cet espoir qu'à plus de 80 ans, je serai en capacité de continuer à réfléchir, à exercer mon métier, à exercer ma sacerdoce et à avancer en tout cas sur des pistes de réflexion en tout cas. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos opinions, qu'elles soient contraires ou différentes
ou même, ressemblantes, n'hésitez pas à commenter. Vous avez aussi la possibilité de venir directement sur scène pour, parler, pour évoquer ce que vous avez envie de dire. Alors, et c'est vrai que pour revenir au thème, des choses qui amènent à l'impuissance, et il y a d'ailleurs, alors c'était il y a d'ailleurs cette semaine dans Au fil de l'idée, Guillaume Dufresne qui était passé et qui à un moment dit, heu, en tout cas, ce n'est pas parce qu'il y a une ampleur dans la tâche qu'il faut avoir un renoncement. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que derrière, l'impuissance qu'on peut ressentir des fois sur des thèmes, eh bien, peut-être qu'effectivement l'on peut désespérer, mais qu'il n'est pas exclu qu'en continuant à tâtonner, on trouve de plus en plus, heu, de choses qui peuvent venir aider, qui peuvent venir, soutenir certaines choses dont on n'a pas la réponse aujourd'hui, et on peut avoir par la suite d'autres éléments pour avancer. Et cela me fait penser à ce besoin d'immédiateté que l'on peut avoir, et où dans certaines situations, eh bien, le besoin d'immédiateté, eh bien, c'est là que aussi on peut parler aussi d'acceptation. C'est qu'à un moment, eh ben, comme j'ai dit tout à l'heure, le remède, c'est le temps, et qu'il y a des choses qui se construisent dans le temps et au contact des idées des autres. Aujourd'hui, ce que je dis là, dans ce bric-à-brac d'idées, et ça porte bien son nom, bric-à-brac d'idées, c'est-à-dire réfléchir ici à voix haute, eh bien, demain, si je me réexprime sur le sujet, ce ne sera certainement pas la même chose. Je vais certainement, il y a des endroits où ça va améliorer, et je vais pouvoir aller voir là aussi où il y a les petits recoins, les petites erreurs aussi, les raccourcis, les biais que l'on peut se faire. Et ça, c'est aussi, ben, au contact du dialogue avec l'autre, avec autrui, avec des idées différentes. Et d'ailleurs et d'ailleurs, hier, il y avait un psychiatre sur LinkedIn qui avait fait une requête de proposer donc un sujet sur lequel on aimerait qu'il écrive. Et donc à ce moment-là, j'ai donc proposé, alors je ne suis pas allée sur la question du deuil, mais je suis allée sur, alors je vais vous lire cela en question.
Donc voici la question que j'ai proposée et pour un contenu s'adressant aux professionnels et au grand public. Comment distinguer quand il s'agit de laisser les processus émotionnels et de résilience œuvrer d'eux-mêmes ou quand faire appel à un professionnel de la santé devient nécessaire? Et je vais vous lire aussi la question que Frédéric a soumise parce que d'ailleurs, si j'ai pu voir ce post, c'est grâce à Frédéric qui avait d'abord commenté puis repartagé. Donc voici ce qu'il a commenté. Je serais ravie de vous lire sur le sujet de l'acceptation. Plusieurs questions me sont venues à l'esprit autour de cette thématique. Comment la définir? Quelle est votre vision de ce concept? Comment s'y prendre concrètement pour accepter? Quelles sont vos recommandations? Quels sont les points de vigilance à garder en tête? Quelle est son utilité réelle? Voici la question générale que je choisis de vous transmettre. L'acceptation, comment la définir et la pratiquer au quotidien selon vous? Donc, vaste sujet et nous verrons plus tard où est-ce que cela mènera. Alors, j'aimerais poursuivre donc ce live par une lecture. Alors, c'est une lecture d'un discours de Serge Boimard où il retrace un peu son travail. Donc, c'est une personne que je trouve très inspirante. Et cette transcription-là, je l'ai vue sur le site de straussrafi.com qui était le site d'une ancienne directrice d'école. Envie de savoir et peur d'apprendre. Serge Boimard. C'est l'école qui est pourrie. Voilà l'explication que j'ai entendu citer le plus souvent pour justifier que l'intelligence puisse rester en friche. Vous avez compris que ce ne sont pas mes maîtres qui ont tenté de me persuader de cette idée, mais bien les enfants, les adolescents que je suis amenée à fréquenter depuis plus de 25 ans, c'est-à-dire depuis que j'exerce ce métier de pédagogue. Je précise quand même, pour vous rassurer, qu'il s'agit de pédagogie spécialisée et que je m'adresse à des enfants, des adolescents qui connaissent des difficultés d'apprentissage sévères dans le cadre scolaire, sans que pour autant leur intelligence soit mise en cause et qui sont bien souvent en révolte contre un milieu où ils ne se sentent pas à leur avantage, un milieu où ils ne se sentent pas toujours aimés. Quand j'essaye avec eux d'éclaircir cette formule un peu lapidaire, de leur faire préciser en quoi l'école pourrait être pourrie, je m'aperçois que les enseignants et les programmes sont rapidement mis en cause et portent à leurs yeux une lourde responsabilité dans ce qui ne marche pas. Ils sont trop sévères, ils vont trop vite, ils n'aiment pas ceux qui comprennent pas tout de suite. Ils prennent la tête. Ils sont pas dans le coup. Voilà pour les enseignants.
Quant au programme, c'est pas intéressant. Ça sert à rien. C'est trop vieux, c'est bon pour les bouffons, c'est pas la vie. La perle du genre étant, on veut tous nous apprendre des trucs qu'on sait même pas, que j'ai eu la surprise de voir reprise presque à l'identique dans un roman de Marguerite Duras. Moins nombreux sont ceux qui se remettent en cause, mais il faut quand même les citer. J'ai pas de mémoire, j'aime pas le travail, je m'énerve trop vite, je rêve, je peux pas écouter. Tout se mélange dans ma tête. En tout cas, chez tous, même ceux qui prétendent le contraire, il y a une souffrance, une déception de ne pas être à la hauteur de ce qui est attendu à l'école, qui se manifeste souvent par des problèmes de comportement qui viennent encore alourdir le tableau et compliquer l'adaptation au monde scolaire. Derrière ces fanfaronnades ou ces propos désabusés que j'entends à chaque fois que je rencontre un enfant nouveau, je me pose toujours les 2 mêmes questions auxquelles je n'ai pas répondu depuis plus de 25 ans. Comment se fait-il que des enfants intelligents, qui nous montrent par ailleurs des qualités évidentes d'adaptation, de compréhension du monde qui les entoure, n'arrivent pas à transférer ces qualités dans le cadre de la classe? Je me souviens d'avoir découvert avec stupeur, lorsque j'étais jeune instituteur, que des élèves à qui je n'arrivais pas à faire comprendre le sens et la technique de la multiplication faisaient entre eux, sans se tromper, des échanges de billes de valeur inégale. Quelle force mystérieuse peut pousser les enfants intelligents, soucieux de leur intérêt, à ne pas mettre en œuvre les moyens intellectuels dont ils disposent dans un lieu où pourtant tout cela est particulièrement valorisé? La deuxième question est très liée à ce constat. Que peut-on faire quand on est pédagogue face à cette énergie qui se perd, en dehors de se démoraliser ou se sentir coupable? Est-ce qu'il existe des méthodes, des moyens qui permettraient de remettre en marche cette intelligence qui reste en friche? Paradoxalement, dans ce domaine aussi, il y a des modes. Il faut favoriser le relationnel, ouvrir l'imaginaire, retrouver les désirs. C'est ce que l'on m'a appris à la fin des années 60, lorsque je débutais. Maintenant, ce serait plutôt favoriser les techniques d'apprentissage, mettre en place des stratégies de pensée, apprendre à apprendre qui serait à l'honneur. En tout cas, s'il existe une méthode, ceux qui fréquentent les enfants et les adolescents qui ont des difficultés sérieuses pour apprendre savent bien qu'elle ne peut être que complexe. Dans tous les cas, ou presque, elle doit permettre d'intéresser ceux qui ne le sont pas, de combler des lacunes, de restaurer un fonctionnement intellectuel, d'atténuer des troubles du comportement, tout cela si possible en tenant compte des échéances scolaires qui continuent à courir. Voilà ce que l'on devrait espérer de la méthode idéale. Pour être honnête, je vous avouerai que j'en ai rabattu sur ces ambitions. À partir du moment où j'arrive à réconcilier avec la connaissance ceux qui se trémoussent à longueur de journée sur leur chaise, à rassurer ceux qui sont violents et insolents, à redonner un peu d'intérêt pour le savoir à ceux qui s'endorment dès qu'on leur parle et qui ne nous demandent souvent rien sinon de les laisser tranquilles, il m'arrive d'être satisfait et de m'en contenter. Pour tout vous dire, depuis mes débuts dans ce métier, j'ai traversé 3 périodes. 3 périodes différentes au cours desquelles j'ai cru approcher la réponse à mes 2 questions sur les causes de la difficulté d'apprentissage et sur les moyens à mettre en œuvre pour la résoudre. Actuellement, je suis dans la 3e période. Il y en aura peut-être une 4e, mais je ne renie pas les 2 premières au cours desquelles j'ai fait des expériences, parfois basées sur des illusions, qui n'ont pas été déterminantes pour les enfants, mais qui me manqueraient si je ne les avais pas faites. Ces expériences enrichissent encore ma pratique et elles m'ont permis d'avoir du plaisir dans ce métier qui est parfois ingrat et déstabilisant.
Il faut bien reconnaître que vouloir être pédagogue avec des enfants qui n'aiment pas apprendre est un choix bizarre, passionnant, mais bizarre. D'ailleurs, le premier inspecteur qui était venu me voir m'avait prévenu. Attention, Bamar, vous me semblez avoir des qualités. Si vous faites toute votre carrière dans l'enseignement spécialisé, vous allez les perdre. Quand on travaille trop longtemps avec du mauvais matériel, on devient un mauvais ouvrier. Je ne sais pas si je suis devenu un mauvais ouvrier. En tout cas, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir affaire à un matériel qui me limitait. Au contraire, j'ai toujours eu en face de moi des enfants plutôt fantasques et résistants. C'est vrai, mais des enfants qui m'ont toujours poussé dans mes derniers retranchements pour trouver des solutions, pour parer au plus pressé, pour innover et qui ne m'ont jamais permis de m'endormir. Ma première période a commencé un peu avant mes débuts dans l'enseignement spécialisé. C'était vers la fin des années 60. J'étais alors certain d'avoir la réponse à mes deux questions, et c'est ce qui m'a motivé pour demander à être instituteur avec des enfants réputés difficiles. J'étais alors persuadée que les enseignants eux-mêmes, le cadre proposé pour la scolarité, l'école en un mot était responsable de cette rencontre qui ne se fait pas entre l'intelligence et le savoir. Je ne disais pas l'école c'est pourri parce que j'étais déjà polie, mais je n'étais pas loin de le penser. La rigueur des programmes, le souci de mener une classe d'âge au même niveau, au même moment, la rigidité de la relation entre le maître et les élèves, le peu de place laissée à la créativité, à la spontanéité, aux initiatives du groupe me semblaient suffisants pour expliquer ces dérapages devant le savoir proposé à l'école. Je ne me doutais pas un seul instant que ces enfants qui étaient restés jusque-là sur le bord de la route allaient accepter de dépasser leur opposition au savoir avec moi, parce que j'avais choisi d'être tolérant et patient, parce que j'allais me démarquer de l'enseignement qu'ils avaient reçu jusque-là. J'allais utiliser la valorisation plutôt que la sanction. J'allais partir du niveau de mes élèves, de leur centre d'intérêt, de leurs désirs et ne pas m'occuper des exigences d'un programme. J'avais même pris la décision de ne pas me situer en modèle, de me mettre le plus possible, le plus possible, à l'écoute du groupe. Je pensais que cette attitude allait permettre une réconciliation avec le savoir et avec celui qui était chargé de le transmettre. Et en prime, je ne doutais pas que cela allait suffire pour balayer ces troubles du comportement. Ces problèmes relationnels qui avaient été essentiellement déclenchés pour se protéger de la contrainte et de l'échec que fait subir l'école à ses enfants, inutile de vous dire que les résultats obtenus avec la mise en place de ces idées n'ont pas été à la mesure de mes ambitions. Je me suis heurtée à des forces dont je n'imaginais même pas l'existence. Comme à l'époque, je travaillais avec des enfants qui avaient de gros problèmes caractériels, en plus de leurs difficultés d'apprentissage. J'ai eu droit de leur part à une formation accélérée. En quelques semaines, ils ont mis en pièces toutes mes idées sur la liberté, sur la créativité, sur la transmission des connaissances, etc. Ils m'ont d'abord fait comprendre qu'ils préféraient mener une lutte contre les contraintes extérieures plutôt que contre les démons intérieurs et qu'ils comptaient sur moi pour mettre de l'ordre à l'extérieur, éventuellement pour le critiquer et le combattre afin d'avoir une chance de mettre de l'ordre à l'intérieur. L'autre découverte qui a chamboulé toutes mes idées sur la pédagogie s'est produite lorsque ces enfants m'ont montré que les forces de progrès sur lesquelles je comptais m'appuyer pour avancer, le désir de grandir, de découvrir, d'inventer, de construire, le plaisir de connaître et chercher, étaient parfois submergés par des pulsions plus fortes qui poussent à détruire, à répéter, à souffrir, à ne pas vouloir faire des liens ni suivre des règles. Pour comble, ma bonne volonté, mon souci d'être conciliant, faisait monter les exigences et la violence.
L'appel à la créativité était vécu par la plupart comme un abandon, comme une confrontation avec le vide, comme une atteinte à leur illusion de déjà savoir. Quant au groupe que j'entrevoyais comme moyen de régulation, il était devenu le lieu de tous les conflits, des jalousies, et ne pouvait même pas fédérer les mécontentements. J'exagère. Il y avait eu accord pendant un temps sur une phrase que les enfants répétaient en chœur lorsque j'avais le souci de les entraîner vers un apprentissage nouveau. C'était ta gueule, vas-y tout seul. Après une période de flottement bien facile à comprendre, je me suis bâti une théorie qui m'a permis de survivre. Je me suis dit que lorsque la difficulté d'apprentissage était sous-tendue par des problèmes psychologiques graves ou lorsqu'elle suscitait des troubles caractériels aussi forts, le pédagogue devait passer la main au psychothérapeute et attendre que ses enfants aillent mieux pour commencer à pouvoir faire son travail. Ma chance à l'époque a été de travailler avec des psychanalystes raisonnables. Je n'ai pas l'intention de donner une définition précise du psychanalyste raisonnable, surtout devant Gilbert Zadkine, qui est le président de la Société psychanalytique de Paris. Cela risquerait de m'attirer des ennuis. Mais je dirais plus succinctement qu'à l'époque, j'ai connu des psychanalystes qui ont pu m'aider dans ma réflexion parce qu'ils n'avaient pas peur de prendre en compte la réalité et de s'impliquer sur le terrain. D'ailleurs, Gilbert Zadkine, qui est l'un de ceux-là, a choisi comme titre pour son intervention d'aujourd'hui Pédagogie et réalité. Ils m'ont fait comprendre deux idées essentielles qui me servent encore aujourd'hui et qui sont restées les idées forces. Les points d'ancrage autour desquels se sont inscrites les variations de ma pratique. La première, c'est qu'il n'y a pas de pensée sans renoncement et sans cadre. La seconde, c'est que la réconciliation avec le savoir a des incidences positives sur l'ensemble de la personnalité. Moi qui voulais seulement apporter de bonnes choses aux enfants pour les réconcilier avec l'école en m'appuyant sur le plaisir que peut apporter le savoir et sur la valorisation, j'ai dû admettre que lorsque la pensée repose sur un fonctionnement intellectuel véritable et non sur le fantasme et l'intuition, elle entraîne une rencontre inévitable avec la frustration et la limite. Elle impose de renoncer à ces positions infantiles basées sur l'évitement de la souffrance et sur la recherche du plaisir immédiat. Elle oblige à se situer dans un cadre fait de codes, de règles, de lois qui bousculent les repères personnels et qui ne se laissent pas manipuler par les humeurs du moment. Franchir cette étape est indispensable pour accéder au symbolique et arriver à une pensée organisée. Dès que j'ai compris cette première leçon, j'ai été persuadée que mon habileté de pédagogue allait reposer sur ma capacité à manier la frustration et le plaisir. Je me suis dit que c'était bien à moi et à personne d'autre à qui il revenait de provoquer cette rencontre avec le doute, avec le manque, de garantir le cadre et la loi contre les attaques. Et Dieu sait et Dieu sait que ceux qui n'aiment pas apprendre ont envie de faire plier toutes ces contraintes à leurs désirs. Mais pour que cette épreuve soit possible, je devais impérativement me trouver un allié du côté du plaisir que doit aussi provoquer le savoir. Quant à la deuxième idée, toute avancée dans le domaine de la connaissance et dans l'organisation de la pensée a des répercussions favorables sur l'ensemble de la personnalité. Elle m'a fait entrevoir que le traitement psychothérapique n'est pas forcément comme je le croyais, le préalable pour aider les enfants perturbés dans leur comportement à revenir vers les apprentissages. L'inverse est aussi possible. La remise en route d'un fonctionnement intellectuel
la réconciliation avec le désir de savoir, la mise en place de repères sont aussi un excellent tremplin pour aller mieux psychiquement. J'ai pu vérifier tout au long de ma carrière que cela était vrai. J'ai donc commencé à comprendre qu'il n'y avait pas priorité d'une action sur l'autre, mais complémentarité, et que les avancées dans un domaine ont des répercussions sur l'autre. Dès que j'ai intégré ces idées, je suis passée à ma deuxième période. J'ai eu l'impression, moi aussi, d'avoir des repères plus stables, qui correspondaient mieux à ce que j'observais sur le terrain et qui allaient donner une assise théorique à mon travail. J'ai changé mon style pédagogique, j'ai été plus ferme, plus exigeant. Par exemple, quand un enfant criait ou s'agitait, je lui demandais de se taire et de se tenir bien, avant de lui demander pourquoi il criait ou s'agitait. J'ai valorisé l'objet du savoir et la réussite. J'ai accordé de l'importance aux stratégies d'apprentissage. Je n'ai plus redouté de me situer en leader du groupe. J'ai mis en place certains rituels qui permettent de se situer dans le temps, dans l'espace. J'ai défini avec les enfants des règles de vie et il n'y a pas de pire despote que les caractériels dès qu'il s'agit de mettre en place des lois. Même s'ils ne les respectent pas, ils les souhaitent extrêmement coercitives. Ce changement a permis à chacun de retrouver sa place, de ne plus être en insécurité physique et psychologique. Il a garanti des frontières contre le débordement, contre les chantages affectifs, contre la tyrannie de certains leaders. Cette médiation m'a permis de trouver une meilleure distance relationnelle avec les enfants. Elle a autorisé un projet d'apprentissage par le groupe et pour chacun. J'ai enfin pu faire une évaluation sérieuse des incidences de mon travail, des changements et des projets qui en résultaient. Ce moment de vérité a été crucial et douloureux. Douloureux. Je me suis aperçue que malgré la meilleure gestion du groupe, que malgré la collaboration apparemment acquise de la plupart des enfants, je n'avais que peu d'impact sur les difficultés les plus graves. Bien sûr, certaines acquisitions se faisaient quand même, mais tout bougeait à minima et je n'avais jamais l'impression de réveiller l'intelligence en friche. Je voyais des enfants continuer à rester murés dans leur inhibition ou leur dysfonctionnement. Je voyais des progrès impossibles à confirmer en dehors de ma présence. Je voyais même des difficultés disparaître et réapparaître dans les jours suivants. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose d'autre pour ne pas faire comme les Danaïdes et remplir des tonneaux percés jusqu'à la fin de ma carrière. Je me rendais à l'évidence. La réassurance, la contention apportée par le cadre ne font pas des miracles. Je sais maintenant que c'est un point de départ indispensable, nécessaire, mais qu'il en faut plus si l'on a pour ambition de provoquer l'étincelle qui va remettre en route le fonctionnement intellectuel. J'ai commencé à me dire ce qui a compliqué ma tâche, que ce qui m'était montré de la difficulté à apprendre n'était peut-être pas l'essentiel, qu'il y avait peut-être derrière ces lacunes et ces dysfonctionnements qui me sautaient aux yeux, des raisons plus profondes qui empêchaient ces enfants d'utiliser au mieux leurs capacités. Si je dis que cela a compliqué ma tâche, c'est parce que cette idée m'a amené pendant un temps à me reposer la question de mon identité. Est-ce que je n'allais pas m'écarter du champ de la pédagogie en voulant prendre en compte les raisons plus profondes qui poussent au dysfonctionnement devant l'accès au savoir? Est-ce que je n'allais pas perdre mon âme en commençant à penser que les raisons d'ordre technique ne sont pas prioritaires dans la difficulté d'apprentissage? Eh bien non. Je peux dire que je ne me suis jamais sentie autant pédagogue que depuis le jour où j'ai pris en compte dans ma pratique ce qui m'a semblé et ce qui me semble toujours
être les deux causes majeures de cette rencontre qui se passe mal entre certains enfants et la connaissance. Même si ces deux causes ont à voir avec les fondements de la personnalité, elles relèvent de la pédagogie, surtout si elle se veut spécialisée, puisque l'une touche au désir de savoir qui n'arrive pas à être à une bonne distance pour servir de tremplin pour les apprentissages scolaires, et l'autre à l'exercice de pensée qui déclenche plus de malaise et d'inquiétude qu'il ne procure de satisfaction et qui est, de ce fait, évité. C'est à partir de ce constat que je dégage les grandes lignes de ma troisième période que je résumerai ainsi. L'accès à la connaissance avec les enfants en échec sévère dans la scolarité ne se fera que s'il y a une remise en route du fonctionnement intellectuel. Cette remise en route suppose une véritable stimulation psychique. Rosine Debré, qui a suivi pendant longtemps des adolescents de SES, va jusqu'à parler de réanimation psychique. Cette stimulation psychique, pour trouver son efficacité, doit donner simultanément les moyens de réguler le désir de savoir, d'atténuer la peur d'apprendre. Ceci ne pouvant se faire, bien entendu, que dans un cadre qui contient les inquiétudes et qui résiste aux assauts destructeurs, comme doit l'être tout cadre où l'ambition est de transmettre les connaissances. Pour ce qui est de la régulation du désir de savoir, je commencerai par tordre le cou à une idée intéressante, mais qui devient une hérésie quand on veut la généraliser, ce qui se fait souvent. Cette idée est la suivante. Les enfants qui n'utilisent pas toutes leurs capacités intellectuelles manquent de curiosité, manquent de motivation pour savoir. Monsieur Tisseron nous parlera cet après-midi des enfants qui ont à supporter le poids d'un secret, d'un non-dit de la part de leur famille. Il nous expliquera certainement comment cela peut entraîner une inhibition de la recherche, un arrêt du questionnement afin de rester en accord avec l'entourage. De la même façon, lorsque le message culturel transmis par la famille est rigide, lorsqu'il est infiltré de principes moraux ou religieux plaqués sur une éducation et ne pouvant pas être discutés, on imagine bien comment les enfants soumis à ce régime peuvent se sentir coupables lorsqu'ils ont envie de porter leur regard dans une autre direction. Comment ils peuvent avoir le sentiment de trahison lorsqu'ils mettent en marche leur intelligence pour aller voir ailleurs. Mais je dois dire que cette idée de transgression, d'interdit qui empêche d'accéder à la connaissance, est loin d'expliquer à elle seule la diversité des comportements qui poussent à la déroute de la pensée. D'ailleurs, à mon sens, la grande majorité des enfants que je rencontre pêchent par excès de curiosité et paradoxalement, j'y vois l'une des raisons de leur échec devant les apprentissages scolaires. Ils sont trop curieux parce qu'ils n'arrivent pas à différer dans le temps leur désir de savoir. Ils veulent tout savoir tout de suite sans passer par les étapes nécessaires à la construction intellectuelle. Cette avidité à laquelle nous ne pouvons pas répondre débouche souvent sur une frustration, sur l'idée que l'école ne va pas assez vite et que même avec de la bonne volonté, il n'y a pas moyen de rattraper le retard. Trop curieux parce qu'ils ont conservé un désir de savoir extrêmement vif, mais toujours empreint de thèmes infantiles, infiltrés de préoccupations sexuelles, qui occupent en permanence le devant de la scène, qui n'arrivent pas à décoller des interrogations premières. Est-ce que l'on m'aime? Comment j'ai été fait? Où en suis-je de mon identité sexuelle? Questions qui ne peuvent plus être formulées autrement que sur le mode de la provocation et de la grossièreté
surtout chez les adolescents. Trop curieux, parce que le seul savoir qui vaut la peine d'être conquis est celui qui contient l'idée de la transgression et de l'interdit, ce qui est autorisé, valorisé surtout par l'adulte, notamment dans le cadre scolaire, est souvent vidé de son intérêt avant même d'avoir été présenté. Pour que le désir de savoir soit utilisable dans le domaine scolaire, il doit être à distance suffisamment bonne avec les affects, ni trop chaud, ni trop froid. Il faut que les interrogations sur les origines, sur la mort, sur le désir de l'autre, sur son identité, qui sont les moteurs de la curiosité, soient en arrière-plan sans être enfuis. Car ce sont elles qui servent d'énergie, de stimulant, pour que les rouages de la pensée tournent, et il faut qu'ils tournent pour apprendre à lire et à compter, pour faire de la grammaire ou de la physique. Mon rôle de pédagogue, confronté à l'intelligence en friche, m'imposait d'aider ceux qui sont submergés par cette instabilité du désir de savoir, par cette mainmise des affects sur l'organisation intellectuelle à mettre un peu d'ordre dans ce magma. Je me suis dit que si je voulais transformer cette énergie pour leur permettre d'accéder à un savoir plus socialisé, je ne devais pas l'ignorer. Je ne devais pas la couper de ses racines qui doivent lui servir au contraire de tremplin pour aller vers la connaissance et même vers le programme scolaire. Alors, comment faire pour refroidir les ardeurs sans étouffer les interrogations? Pour réchauffer ce qui est figé sans tomber dans l'excitation? Pour vous dire comment je m'y prends, il faut que je vous parle du deuxième axe sur lequel j'entends aussi faire reposer la stimulation psychique, l'atténuation de la peur d'apprendre. Lorsque Michel me dit qu'il met- Lorsque Michel me dit qu'il n'aime pas lire parce que les mots n'iront jamais assez vite pour décrire les coups, lorsque Alexandra me dit que voir et savoir, c'est pareil, sous-entendant par là qu'il ne réfléchira pas. Lorsque Yasmina me dit qu'elle s'endort lorsqu'elle cherche le sujet des verbes, je sais que ce souci d'aller vite ou de disparaître correspond au désir de brûler une étape par-dessus laquelle ils veulent sauter à pieds joints parce qu'elle leur fait peur. C'est celle du temps de l'élaboration et de la réflexion. Dès que le savoir ne repose plus sur la maîtrise immédiate, sur le voir ou l'intuition, dès qu'il ne se donne pas dans l'instant, mais qu'il impose un retour sur soi, un passage par l'intérieur avec un temps d'arrêt et de suspension obligé pour faire des liens, pour croiser des informations, pour comparer, pour faire des hypothèses dès qu'il s'agit Dès qu'il s'agit de délaisser son point de vue pour appréhender une position générale, de remettre en cause les acquis, de se resituer dans un temps et un espace différents de ceux du moment présent, les difficultés commencent pour Michel, Alexandre et Yasmina. Au lieu d'être face à l'inquiétude légère et normale que procure le fait de ne pas savoir et qui pousse à rassembler ses forces pour surmonter l'épreuve, au lieu d'être stimulé par l'idée du plaisir à venir, qui pourrait être celui d'accéder à un savoir nouveau, de maîtriser une technique nouvelle, il y a chez eux des sentiments étranges et contradictoires qui se réveillent dans cette rencontre avec le doute. Sentiment où il n'est plus seulement question d'aller de l'avant, de progresser, mais aussi d'insuffisance, d'abandon, de frustration, de persécution, de solitude, de dispersion. Ce qui ne permet plus une organisation intellectuelle efficace et qui vont signer la proximité entre pensée et malaise,
entre apprentissage et insécurité. Ce phénomène, auquel j'accorde beaucoup d'importance, n'est pas facile à observer. Il faut parfois du temps pour le déceler, car il est masqué par la mise en place de stratégies d'évitement de la situation d'apprentissage qui sont, pour la plupart d'entre elles, des stratégies anti-pensées. Exemple, le relais est passé au corps qui s'agite, devient douloureux ou s'endort. Les outils nécessaires au fonctionnement intellectuel sont sous-utilisés, voire endommagés dans les cas les plus graves. Le lien avec celui qui est chargé de transmettre la connaissance est manipulé. L'illusion de déjà savoir rend inutile, parfois impossible, la recherche et la remise en cause. Stratégies contre lesquelles j'ai eu vite l'impression de m'épuiser, car ceux qui refusent d'apprendre pour ces raisons refusent aussi d'apprendre à apprendre. Et c'est peut-être ici que se situe le point de bascule entre le travail de Monsieur de la Garandrie et le mien, même si j'anticipe sur ce qui va être dit tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir affaire à des enfants qui préfèrent développer des armes pour ne pas entrer dans une zone qui leur fait peur plutôt que d'améliorer des outils pour s'y sentir plus à l'aise. Mon rôle de pédagogue consiste avant tout à leur donner la main pour entrer dans ce no man's land, à leur donner des moyens pour surmonter les peurs déclenchées par l'exercice de pensée. Ce n'est pas en améliorant la mémoire de Michel, même s'il oublie systématiquement les sons, ce n'est pas en élargissant son empan visuel, même si cela est à la mode en ce moment, que je vais l'aider à apprendre à lire. Il se protège en ne voulant pas quitter la forme de la lettre pour aller vers le sens, parce qu'il a peur de la violence qui naît en lui à chaque fois qu'il met deux choses ensemble pour en faire une troisième. C'est à moi de lui proposer une représentation de la violence, de l'explosion, qui sera supportable par sa pensée et qui lui permettra de prolonger sa recherche. Pour faire des mathématiques avec Alexandre, je sais que je devrais lui donner une idée de l'absence, du partage qui n'évoquera pas systématiquement le manque, qui ne réveillera pas en lui l'impression d'en avoir moins que les autres. Pour faire de la grammaire avec Yasmina, je sais que je devrais l'aider à s'éloigner des sentiments de soumission et de persécution qui la poussent à faire le vide dans sa tête dès qu'il est question d'étudier une relation de dépendance, fût-ce entre un verbe et un sujet, et son sujet. Pour ce faire, je vais appeler à mon secours toutes les ressources que me donne la culture qui me semble bien être le lieu où sont représentés, où sont symbolisés par des mots, par des images partageables par tous, ces émotions, ces sentiments qui parasitent ou qui font disjoncter leurs pensées. Michel, Alexandre et Yasmina n'arrivent pas à décoller vers l'universel, vers le général, parce qu'ils restent empêtrés dans des sentiments, des images trop personnelles qui viennent perturber l'opération intellectuelle. Et c'est bien à moi de leur proposer par l'intermédiaire de la culture des liens, des ponts, des contenants qui vont permettre que leur singulier soit compatible avec le général, qui vont faire que l'affect ne soit plus synonyme de rupture, mais au contraire d'amorce et de liant pour l'exercice de pensée. Avec Michel, qui a bientôt 11 ans et qui ne sait toujours pas lire, je vais l'aider à tenter un nouvel apprentissage de la lecture
en me servant du texte d'Hésiode sur la mise en place du monde. La cosmogonie selon la mythologie grecque. La lutte est féroce entre les pères et les fils. Le combat d'Ouranos, Chronos, se termine par une émasculation. La bataille Chronos-Zeus se fait sur fond de dévoration. Le rôle des mères qui arment le bras de leur fils est plus qu'ambigu, mais je sais que ces images, qui ont pour elles la distance de la culture et du temps, sont beaucoup moins féroces qu'il n'y paraît, surtout pour Michel qui en a vu d'autres en famille. C'est avec les mots de cette histoire que nous tenterons un nouvel apprentissage de la lecture. Il devrait pouvoir s'en servir pour contenir ses peurs, pour leur donner une forme négociable par la pensée, ouvrant ainsi un espace pour affronter l'expérience négative de l'apprentissage, qui est encore plus sévère lorsqu'on apprend à lire à 11 ans. Pour faire des mathématiques avec Alexandre, nous allons lire 5 semaines en ballon. Jules Verne est un maître pour figurer les angoisses archaïques, les 1001 façons d'être écrasé, englouti, dévoré, noyé, de mourir de faim, de soif, n'ont pas de secret pour lui, mais ici aussi leur donner une forme qui leur permet de devenir un tremplin pour penser. Il sait montrer à son lecteur que la connaissance est un excellent moyen et sans doute le meilleur pour maîtriser et pour lutter contre les inquiétudes. Alexandre y trouvera peut-être le chemin qui le libérera de ses ruminations, de ses revendications perpétuelles dès qu'il doit réfléchir, et sur ce texte, nous reprendrons le travail mathématique. Quant à Yasmina, je lui lirai peut-être l'histoire d'Athéna, d'Ali Baba ou des contes de Grimm. Pour faire de la grammaire, il faut l'aider à greffer des images nouvelles sur celles qui la paralysent, qui lui imposent des arrêts de pensée, qui l'obligent à des blancs de représentation, qui la dégagent momentanément de ses peurs certes, mais qui figent son fonctionnement intellectuel. Je ne sais pas par avance comment ils se serviront de ce filet, de ce tamis qui sera proposé à leurs inquiétudes. S'autoriser à des enchaînements de pensée n'est pas toujours simple. Penser n'est pas rêver et requiert un affrontement avec le négatif. Sans doute faudra-t-il du temps et des efforts pour que le bouillonnement déclenché par les premières lectures s'organise, se structure, aille plus loin que l'intuition et le plaisir pour déboucher sur le symbolique. Mais je sais par avance que ces histoires, surtout pour les plus démunis sur le plan culturel, qui doivent affronter la connaissance, avec des représentations souvent crues et répétitives, sont une manne formidable pour cette stimulation psychique. Je vous remercie pour votre écoute. Ce live de bric-à-brac d'idées va bientôt toucher à sa fin. Le lundi, dès la semaine prochaine, un nouvel épisode de Fil d'Holiday aura lieu et ce sera sur le thème du chant. Ce sera donc avec Zoélie Macodière et ce sera moi qui animera cette conversation. Donc je vous donne rendez-vous le 23 février, lundi 23 février à 18h dans Au fil de l'idée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.
Au revoir.